Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres en images. Nous reviendrons sur la semaine de la mobilité. Cette année, elle est placée sous le thème de l'amélioration des déplacements domicile-travail. Nous vous emmènerons dans la maison où a vécu Jean Cocteau à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle fait partie de l'itinéraire proposé par la Direction des Affaires culturelles de Monaco à l'occasion des 18e Journées européennes du patrimoine. Le retour du cycle de conférences sur les requins à l'Institut océanographique de Paris. Pour sa rentrée, le plus grand poisson du monde était à l'honneur, le requin-baleine. Et puis coup de projecteur sur l'association Amor, association fondée par Tacha de Vasconcelos et qui vient notamment en aide aux orphelins africains. Mais avant de développer ces titres, nous ouvrons ce journal avec le déplacement du prince Albert II et de la princesse Charlène aux États-Unis. Le couple princier était à Bonneville, dans l'Utah, pour assister au dévoilement de la VBB3. Vous le savez, la tentative de record de vitesse de la voiture électrique de Venturi a été annulée en raison des conditions météo défavorables. Je vous propose d'écouter le prince souverain qui s'exprime à ce sujet. Je pense qu'il y a peu de personnes qui nous attendaient sur ce plan-là, mais je crois que là, grâce à Venturi, on démontre que Monaco est à la pointe de l'innovation et de la technologie en matière de véhicules électriques et de mobilité propre dans un sens plus général. Et je crois que c'est cela qui sera le futur, et c'est formidable que l'on se soit positionné comme cela et que l'on puisse démontrer notre excellence et notre savoir-faire en la matière. Nous sommes en plein cœur de la semaine de la mobilité. Cette année, elle est placée sous le thème de l'amélioration des déplacements domicile-travail. Plusieurs manifestations sont organisées jusqu'à dimanche en principauté. Fabien Bonilla a assisté à l'une d'entre elles à la gare de Monaco. Plus de détails dans son reportage. La semaine de la mobilité passe également par la gare de Monaco. La SNCF et 3 de ses partenaires se sont réunis pour prêcher la bonne parole et ainsi expliquer aux usagers quelles sont les possibilités de transport à partir de la gare. Aujourd'hui, nous avons TER, nous avons la CAM, nous avons Zest de la CARF, nous avons également Ligne d'Azur. Toutes ces compagnies de transport en commun par autobus desservent la gare de Monaco en différents points autour de la gare, et la CAM bien sûr desservant la principauté, alors que les autres concernent plutôt un transport interurbain. Notre message, c'est que la gare de Monaco est un bâtiment, une gare intermodale, donc on peut facilement passer du train au bus, suivant les sorties qu'on utilise pour aller à la Turbie, pour aller jusqu'à Gare-Avant avec les lignes de Zest, ou basculer sur la ligne 100 en littoral. Également la ligne 100 express pour l'aéroport. Et vous avez le petit arrêt là, l'abribus. C'est le 18. Tout à fait. Voilà. Et il qui va après à la passe par frontière. Roqueville et puis va jusqu'au Pont-Saint-Louis. Ah, je vais prendre ça. Écoutez. En parallèle, un nouveau panneau de signalétique vient d'être présenté pour faciliter notamment l'intermodalité entre les différentes sociétés de transport. La gare de Monaco va bénéficier d'une signalétique aux nouvelles couleurs qui va être installée d'ici la fin de l'année. Et en avant-première, nous avons tenu à présenter le plan de la gare avec la nouvelle signalétique. Sur ce plan de gare, on retrouve les emplacements des différents transporteurs qui desservent la gare et qui font partie de l'intermodalité, puisqu'on peut passer du train au bus. Il y a la CAM également avec ses vélos et bien sûr les modes de transport à pied. La gare est également un espace qui permet de favoriser les déplacements des personnes en situation de handicap, puisqu'on peut traverser depuis le pont Sainte-Dévote en direction de la galerie Prince-Pierre et de la place d'Armes, toute la gare en utilisant des ascenseurs, des escalators à niveau. Ce stand placé sur le parvis de Sainte-Dévote a été organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité, semaine qui s'achèvera le 22 septembre. À quelques jours du coup d'envoi de la Journée européenne du patrimoine, la Direction des Affaires culturelles de Monaco vous propose de visiter un lieu unique, peu connu du grand public et qui va ouvrir ses portes ce samedi. Il s'agit de la maison où a vécu Jean Cocteau à Saint-Jean-Cap-Ferrat, un itinéraire transfrontalier que vous fait découvrir Christine Datomel. Elle porte le doux nom de Santo Sospir. Construite peu de temps après la guerre, la villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat a été achetée par Alec et Francine Vesveler en 1948. C'est une histoire
assez incroyable parce que c'est un vœu que M. Weseler avait fait pendant la guerre. La famille était d'origine juive et il avait promis à sa femme, Francine, que s'ils échappaient à l'horreur nazie, il lui achèterait la maison de ses rêves. Donc en 1948, après avoir échappé au régime nazi, la famille Weseler est venue en vacances sur la Côte d'Azur et Francine, un jour, en faisant du bateau, a aperçu cette maison depuis le bateau qu'elle avait loué. Donc la villa avait été construite en 1930 et Francine tout de suite a dit « ça va être ma maison rêvée ». Donc Alec Weseler, tient sa promesse et va acheter la villa à Francine Weseler. Après le tournage des Enfants terribles en 1950, Francine Weseler rencontre Jean Cocteau à Paris et de là naît une profonde amitié. Francine, trouvant Cocteau fatigué après le tournage, lui propose de passer quelques semaines de vacances chez elle à Santo-Sospire. Ces vacances se prolongeront durant 11 années. Jean Cocteau deviendra l'invité permanent de Francine Weseler. Très rapidement, Cocteau arrive dans cette villa qui était toute blanche. C'était une maison de vacances. Il y avait très peu de transformations faites par Francine. Et très rapidement, Cocteau écrit, il l'écrit dans son journal intime, il dit « Les murs blancs de la villa Santo-Sospire me crient leur silence. J'ai qu'une envie, c'est de les habiller. » Donc il va demander la permission à Francine de pouvoir habiller les murs de cette maison. Fresques, mosaïques et tapisseries habillent encore aujourd'hui Santo-Sospire, plus vivante que jamais. Elles épousent non seulement l'architecture de la maison, mais aussi les états d'âme de ses habitants. Et si les murs de la villa furent tatoués de fresques par le poète, plongeant les visiteurs dans l'intemporalité, le mobilier lui aussi est resté le même. Ce n'est pas Jean Cocteau qui s'est occupé de la décoration. Francine avait une autre amie qui s'appelait Madeleine Castin, qu'elle a rencontrée en 1948, qui était la grande décoratrice antiquaire parisienne de l'époque. Et donc elle va l'inviter au même moment que Jean Cocteau. Et ces deux personnages qui se connaissaient vont jouer l'un et l'autre avec leurs travaux respectifs. Et donc, pendant que Cocteau décorait les murs, Madeleine Castin, elle, habillait l'intérieur de la villa de son mobilier qu'elle a chiné, qui est un mobilier javanais 19e siècle. Voilà. Donc c'est vraiment complètement l'empreinte de Madeleine Castin au niveau du mobilier. Depuis 1995, la villa Santo-Sospire est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et samedi, dans le cadre des Journées du patrimoine et sur inscription uniquement, vous pourrez visiter la villa. Le départ est prévu à 9 h à l'arrêt de bus Stade Louis II pour un retour à midi. Un mot sur la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elle a lieu ce vendredi 20 septembre et en principauté, elle se traduit par la formation d'un hippocampe humain et par une marche dans les rues de Monaco. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cet événement dans une de nos prochaines éditions. Allez, prenons maintenant la direction de Paris pour nous rendre à l'Institut océanographique. Le cycle de conférences consacré aux requins fait sa rentrée. La semaine dernière, les requins-baleines étaient à l'honneur. Frédéric Elion lève le voile sur cette espèce. C'est le plus grand poisson du monde et aussi le plus inoffensif. Le requin-baleine est un planctonophage avec une alimentation composée exclusivement de plancton et parfois de petits poissons. Cet animal vit dans les eaux tempérées, généralement le long de l'équateur. On en trouve vers l'Australie, les Seychelles, le Mexique et surtout à Djibouti. C'est dans les eaux au large de ce petit pays africain de 23 000 km² que René Euzet a réalisé un documentaire intitulé « Le mystère des requins-baleines ». Ce film tourné entre 2004 et 2009 était présenté à l'Institut océanographique de Paris mercredi dernier, à l'occasion de la reprise du cycle de conférences sur le thème du requin. Nager autour des requins-baleines ne présente aucun danger et c'est au contraire leur protection qu'il faut assurer. Et ces requins-baleines ont un comportement totalement différent des autres requins parce qu'eux mangent toujours à la surface, donc ils restent à la surface de l'eau. Ils sont prisés par les néophytes de plongée sous-marine ou d'apnée parce que c'est vrai d'approcher ce grand mastodon, c'est impressionnant, ça fait plaisir à beaucoup de gens, mais le problème qui se passe à Djibouti, c'est qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent pour les voir, mais le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte avec les hélices de bateau, ils leur déciment les ailerons, ils leur entaillent avec leurs hélices. Et ça, je trouve ça pas très bien vis-à-vis du gouvernement djiboutien parce qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut.
Lors de son retour à Djibouti en 2009, René Euzet investit dans des cachets lisses afin de limiter le risque de blessure. Cette mesure n'a pas vraiment été suivie, mais l'espèce se développe. Sur le site d'Artaplage à Djibouti, Megaptera et ses collaborateurs ont identifié 365 requins-baleines différents entre 2003 et 2012. Megaptera, c'est l'association qu'on a créée à Mayotte en 1998 pour la connaissance, l'observation et la conservation des mammifères marins. Et après, ça s'est étendu aux requins-baleines quand on est allé vivre à Djibouti et qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait étudier les requins-baleines comme les baleines. Balisage satellite, prélèvement génétique, photos d'identification, les spécialistes ont désormais une véritable base de données sur les requins-baleines. À Djibouti, ces animaux ont été filmés pour la première fois de nuit. Le travail animalier et encore plus sous l'eau, c'est un travail d'attention et de patience. Au lieu d'aller chercher les requins-baleines, on a voulu attirer les requins-baleines. Et pour ça, requin-baleine mangeur de plancton, on s'est dit qu'en attirant le plancton à la lumière de nuit, on allait attirer le requin-baleine. Et c'est ce qui a fonctionné et qui reste quelque chose d'absolument sublime et surprenant. Le tourisme se développe autour de ces géants des mers. Nager avec eux est une activité très prisée à Djibouti. Reste à développer un code de bonne conduite, éviter de les toucher, ne pas utiliser le flash lors des photos. En janvier prochain, un pas de plus vers la sécurité des requins va être franchi avec une proposition afin de créer une aire marine protégée. Nous allons à présent parler de l'association Amor, fondée par Tasha de Vasconcelos. Cette association a permis de construire 2 hôpitaux au Malawi et en ce moment même, des conteneurs avec du matériel du CHPG et de la mairie sont en partance pour ce pays d'Afrique australe. Les explications de Fabien Bonilla. Top modèle, mais avant tout humaniste, Tasha de Vasconcelos est nommée en 2010 ambassadeur de l'Union européenne pour les causes humanitaires. Tasha a créé sa propre association, Amor, Aide mondiale orphelins réconfort. Elle a créé une maternité au Malawi. Depuis son ouverture, il y a 3 ans, près de 1700 bébés y sont nés et en bonne santé. Les mamans, ils ont des hôpitaux sains pour faire les naissances qu'ils n'avaient pas. Ils étaient obligés de marcher 5 heures et quelquefois le bébé sûrement est mort et la maman aussi. Le tuberculose, le malaria, beaucoup de maladies qui ont touché les mamans a été diminué avec cette aide de soutien. That's why Malawi, it's Africa. Mais c'est aussi le pays où il y a peut-être pas autant de ressources naturelles, mais une énorme chaleur humaine. Un deuxième hôpital est actuellement en construction. Ce sont au total 3 containers de 15 tonnes de matériel qui serviront à remplir ce nouvel hôpital. Du matériel a été donné par le CHPG, des lits et des fauteuils médicalisés, des brancards, des déambulateurs ou encore des baignoires spécialisées. La mairie de Monaco a également offert des lits bébés. Le dernier de ces 3 containers devrait arriver au Malawi fin octobre ou début novembre. Ce partenariat avec les 3 conteneurs de 100 mètres cubes d'équipements précieux et vraiment donné avec beaucoup de cœur et qui va changer la vie. Tasha de Vasconcelos a été nommée consul honoraire de Monaco au Malawi. Elle connaît bien ce pays. Tasha est née juste à côté, au Mozambique. Elle n'a que 8 ans lorsque son monde vole en éclats. En pleine guerre civile, des hommes et des femmes se font tuer à coups de machette devant chez elle. 4 ans plus tard, le grand-père de Tasha est assassiné au Zimbabwe, à des épreuves qui laissent des cicatrices à vie. Je veux surtout vous dire que Amor est construit pour une cri, pour aller vers l'Afrique où je suis née et pour essayer de donner tout ce que j'ai perdu par des révolutions, des guerres civiles. J'ai vu des choses très dures, petites. Mais il y a une chose que, quelquefois, dans les difficultés, c'est où on construit le caractère de quelqu'un. Et dans les grandes difficultés, c'est là où on peut être utile. Et c'est là où j'ai compris le raison de ma sens sur cette terre. Et le sens de sa vie est bien clair, venir en aide, entre autres, à la population du Malawi. Il faut savoir que l'espérance de vie est de 50 ans, l'âge moyen est de 16 ans et demi à peine.
La principale cause de mortalité est l'infection due au VIH. D'autres maladies graves touchent le Malawi, la pneumonie bactérienne, la tuberculose, la lèpre, sans oublier bien sûr un autre fléau, le paludisme. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Je vous propose de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Le soleil sera au rendez-vous vendredi et les températures seront proches des normales de saison. Il fera 19 degrés le matin et 24 l'après-midi. Le week-end s'annonce tout aussi ensoleillé. Une légère hausse des températures est prévue pour dimanche avec un maximum de 26 degrés. Et enfin, il n'y aura pas de changement en début de semaine prochaine. Le soleil sera omniprésent dans le ciel monégasque. Les températures avoisineront les 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre magazine automobile sur Monaco Info, Asphalte, avec un numéro spécial Peugeot. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.